C'est le jour J, mais le jour J va durer 45 jours. Alors moi je les ai débaptisés, c'est pas une cellule de routage pour moi, je les ai appelés la garde rapprochée. C'est en fait des gens qui effectivement travaillent un peu dans l'ombre ou qui jouent aux échecs finalement avec la météorologie, avec les données du bateau et qui sont à l'aveugle complètement puisqu'ils sont dans une maison à l'Orient et que moi je peux être à l'autre bout de la planète et qui me proposent en fait des scénarios et moi j'accepte ou pas finalement le contrat qu'ils me proposent. Et cette garde rapprochée finalement elle serait résumée par cette phrase magnifique qu'avait eu Jean-Luc Nélias à l'époque quand on avait gagné ce Tour du Monde en 49 jours 3 heures. Il m'avait dit protège-toi contre ton courage. Et en fait cette garde rapprochée elle a cette hotline ou ce privilège de parler avec moi tous les jours et de me proposer des choses qui vont être dans un dosage subtil entre la performance, le technique et l'humain de la personne qu'ils ont en face et qu'ils connaissent très bien. Et finalement, j'adore cette relation à distance de gens que j'ai choisis, des gens qui ont choisi d'être là et qui finalement reflètent tout l'aspect humain d'un tour du monde comme celui-là, et collectif. Donc c'est un moment privilégié où tu vis avec des gens à distance, mais quelque chose de très fort. Et j'aime bien finalement, encore une fois je cite Jean-Luc Nélias, que c'est sans doute avec lui que j'ai vécu des choses les plus fortes, mais que ce soit avec Philippe Legros aujourd'hui, Will Oxley qui sera en Australie. En plus on a voulu faire un schéma où 24 heures sur 24 il peut y avoir un décalage. Il se trouve que notre Australien là il va être très bien là où il est. Donc voilà, c'est plus comme ça que je le vois et que je le perçois et que je l'ai construit. Alors le premier temps fort, c'est toujours le départ où on passe du terrien au marin. Et là, quelquefois c'est 12 heures, quelquefois c'est 24 heures, quelquefois ça peut être 48, ça dépend des conditions dans lesquelles on part. Ça dépend de l'enjeu et de la distance. Forcément une route du Rhum, vaut mieux que ça soit quelques minutes et quelques heures, parce que ça ne dure pas très longtemps. Là sur un tour du monde, vu la montagne qui est en face de nous, quelquefois c'est un peu plus long. Le début est vraiment dans un terrain finalement qui est notre terrain d'entraînement, le golfe Gascogne, Cap Finistère, Portugal, Espagne, jusqu'à, je dirais, Madère, Canaries, Cap-Vert, où cette année ça va être particulier puisque effectivement il y a des dépressions très sud et qui vont avoir cassé l'Alizé. Et là on va avoir beaucoup de transitions, beaucoup de manœuvres, donc on va être tout de suite très physique. Avec des engins où dès qu'on manœuvre, c'est quasiment hors norme. Puis poteau noir pour la première fois. C'est un moment symbolique parce que pour moi, c'est le moment où tu t'en vas. C'est le moment où tu bascules. C'est le moment où il y a encore quelques siècles, l'horizon était l'inconnu. Là, je dirais que l'équateur, c'est un peu où tu passes en hémisphère sud. Les Australiens disent down under. Mais c'est vraiment ça, quoi. On bascule la tête à l'envers pour ceux qui croient que la Terre est plate et il y en a encore pas mal, donc, mais j'en fais partie, donc j'ai peur d'avoir la tête en bas à l'équateur. C'est un moment de transition où on met beaucoup d'énergie pour s'extraire et pour ne pas se laisser distancer stratégiquement dans l'hémisphère sud. Et puis après il y a un moment que j'aime beaucoup moi, Thierry Douillard il m'avait dit ça une année, il m'avait dit moi je veux bien faire la partie du tour du monde entre le poteau noir et le Brésil, où là c'est souvent au reaching sur de la mer plate avec des bateaux volants comme ça. C'est un peu la cerise sucrée sur le gâteau avant l'entrée en matière, où là on tourne après autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, il restera toujours pour moi Hélène MacArthur, il est bien nommé. Il est souvent très capricieux. Il est associé à l'Uruguay où tu as des dépressions qui sortent là et qui peuvent t'emmener ou pas dans un chemin court. Et là, de Cap de Bonne-Espérance océan Indien, qui est pour moi le plus difficile et toujours le plus redoutable et le plus redouté. En tous les cas, c'est là où je me suis fait toujours le plus brasser, puisque tu as de l'air chaud qui descend du Mozambique avec du courant marin fort et l'Antarctique qui s'enroule là-dedans et qui fait une marmite où tu es pris à la gorge par le froid aussi à ce moment-là. On a des limites de glace qui peuvent à un moment donné être
compliquées à gérer parce qu'elles vont nous pousser dans des systèmes météo pas forcément simples. Donc c'est pas si simple que ça, les limites de glace. Et puis après, sous l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est aussi très dangereux parce que là, forcément, plus on rapproche un continent d'un autre, plus ça fait un entonnoir climatologique qui est complexe à gérer. Et là, on est dans le vif du sujet jusqu'au Cap Horn. Pour moi, le Pacifique, c'est un océan papier de verre. C'est le plus long, donc c'est celui qui use. C'est celui qui lamine. C'est celui qui fragilise pour arriver au fameux Cap Horn où certains croient qu'ils deviennent des hommes quand ils sont au Cap Horn, mais en fait, ils ont tort. C'est là que tu réalises à quel point tu es fragile et à quel point tu aurais pour un homme envie d'être une femme, c'est-à-dire être capable de justement être plus humble, modeste et je le débaptiserais moi le cap de bonne délivrance. Quand tu passes le Cap Horn, tu t'aperçois que la nature t'a laissé passer, que c'est pas franchement un endroit pour les humains. Tu es content de pouvoir avoir la chance de remonter et là on pourra de nouveau, si tu as une embrouille, te secourir alors que jusqu'à présent tu es dans un no man's land où personne ne viendra te chercher. Et là avec nos gros bateaux, entre nous même, c'est pas si simple à envisager. Là c'est vraiment, tu crois que finalement tu as passé le plus dur et en fait pas du tout. Là techniquement le bateau c'est là où il est le plus fragilisé entre guillemets, tu commences à découvrir souvent là qu'il y a des trucs qui cassent là, qui s'abîment. Et un tour du monde comme celui-là, au début les problèmes s'additionnent et après ils se multiplient. Et à partir du Cap Horn, ils se multiplient, ils se mettent en chaîne. Et la remontée le long de l'Amérique du Sud de nouveau, auprès dans de la mer, avec souvent des très gros orages quand on s'approche de la Terre, des mers très fortes et de nouveau des icebergs juste sur l'Atlantique Sud. Une transition difficile que déjà je vois par un mouvement et où on va se rapprocher de nouveau de l'équateur, repasser le poteau noir pour la deuxième fois, avec l'énergie qui nous reste dans le bateau, l'énergie qui nous reste mais souvent il est un petit peu moins difficile à passer, quoique. Et après, de nouveau, l'Atlantique Nord, dans l'Alizé dure, auprès, où c'est casse-bateau, c'est angoissant que chaque cliquetis, chaque petit bruit insolite t'angoisse parce que tu ne sais pas si tu vas pouvoir tenir jusqu'au bout, si ça ne va pas casser jusqu'à la fin. Il faut se rendre compte que jusqu'à, allez, 20 minutes, une demi-heure, peut-être une heure avant l'arrivée, tu as peur. Tu as peur que tout s'écroule. Tu as peur que tout s'arrête et que tu aies fait ça. Ça m'est arrivé, hein. J'ai fait un tour du monde où à 24 heures d'ici, je perds le tour du monde parce que j'ai un problème mécanique et tu as fait des semaines, des mois pour que ça s'arrête à quelques heures, quoi. Et là, c'est le plus terrible. Et à la fois, c'est ce qu'il faut accepter de lâcher prise, c'est qu'il faut être capable de tout jouer sur un seul geste quand tu es un marin. Il faut être capable de remettre tout dans la balance, finalement de considérer que ton tour du monde c'est quasiment le premier, parce que finalement l'expérience c'est quoi? C'est pas tellement ce qui t'arrive, c'est ce que t'en fais. Donc c'est chaque fois renouvelé en fait. Et tu t'aperçois que l'expérience c'est vraiment pour moi ce que t'en fais, c'est pas tellement ce qui t'est arrivé. Et là tu arrives, si l'anticyclone des Açores est gentil, il te laisse passer par le sud. S'il n'est pas très agréable, tu fais le grand tour. Et là, tu peux arriver par l'Irlande. Et là, j'ai fait ça pour l'arrivée du Vendée Globe. Et là, c'est un peu, tu as l'impression de finir par un crampon piolet, quoi. Face nord, et tu arrives en haut, et la glissade jusqu'à Brest, tu as les bras qui sont tellement lourds que si tu arrives, tu seras encore capable de l'élever parce que tu auras fini, quel que soit le résultat. Celui qui finit un tour du monde en multi, en solo, il lève forcément les bras. Cap de Bonne-Espérance, je suis allé le voir. J'avais besoin de régler mes comptes avec. C'est un grand cap majestueux. C'est le bout de l'Afrique. Tu es très haut au-dessus de l'eau et il s'est passé un nombre de naufrages là. C'est très impressionnant. C'est très majestueux, c'est magnifique.
Et par contre, c'est le début du no man's land. Et là, tu rentres dans une zone où personne ne te secourra et c'est hostile. Cap Lewing, je suis aussi allé le voir, exprès. C'est un petit cap minable. Petite maison, un petit phare en bois, au bout quasiment d'une plage. Très déçu par rapport à ce que j'avais galéré au bout du Cap Lewing, parce que tu es à des milliers de kilomètres de ce Cap Lewing. Mais les Australiens très décevants sur ce coup-là. Presque romantique le Cap Lewing, tellement c'est mignon quoi. Mais c'est pas du tout mignon cet endroit-là. C'est un endroit où tu es vraiment dans les terres australes. Tu es vraiment entre la glace à tribord et des grosses dépressions et des énormes vagues sur ton bâbord, mais surtout il y a des moments où la houle est tellement forte que tu sens l'aspiration et tu sens le moment où le bateau il est propulsé et là c'est une luge ouais, qui fait peur. Il y a sous la Nouvelle-Zélande où comme j'ai un rapport merveilleux à la Nouvelle-Zélande parce que c'est un des plus beaux pays du monde et pour le coup les îles Chatwin là en dessous là, Chatham et tout ça, là tu sens qu'il y a une vie, une faune, une flore incroyable. Il y a plus d'oiseaux que nulle part. Et ça me plaît beaucoup. C'est là où j'ai attrapé un albatros qui m'a quasiment emmené jusqu'au Cap Horn et que je cherchais du regard tous les matins. Donc pour moi, la Nouvelle-Zélande, elle marque ça. Et heureusement que cet albatros, cette année-là, il m'avait accompagné parce que sinon j'aurais déprimé. J'ai osé en parler l'autre jour. C'est très compliqué pour nous d'aller chercher quelqu'un sur un bateau comme ça. Faire une mave de port, vous avez vu combien on est. On a fait l'exercice pour un Jules Verne d'aller secourir quelqu'un qui était tombé dans l'eau. On y est arrivé, mais fallait vraiment d'avoir beaucoup réfléchi et on était 6 à bord. Il faut découper le filet, il faut descendre un plongeur. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très engageant là-dedans. Et nous, là, d'aborder un autre bateau sans te mettre en péril toi-même et de finalement générer le suraccident, c'est quasiment impossible. Donc, évidemment qu'on se dérouterait, évidemment qu'on irait voir et chercher l'autre, mais de là à ce qu'on mette en œuvre, peut-être que l'autre se mette dans un radeau de survie, qu'à ce moment-là il se met dans la fragilité que d'être quasiment au milieu du Pacifique ou de l'Indien, dans un petit radeau, et que nous on arrive à aller le secourir, le ramener et le mettre à bord. Tout ça, il faut qu'il soit valide, qu'il soit encore capable de faire tout ça. Non, faut être honnête et il faut être factuel. Entre Cap de Bonne-Espérance et Cap Horn, il n'y a pas beaucoup de moyens possibles de venir nous chercher ou de venir nous secourir dans les temps si jamais il arrive quelque chose de grave. Je repense à le temps que finalement Banque Populaire avec Armel Lecléache se désintègre. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps et lui il était au large du Maroc et du Portugal. Donc là, zone hyper facile à intervenir, entre guillemets. Enfin, on est dans une zone là qui est faisable. Là, on est dans une zone... Et les Australiens, d'ailleurs, nous ont obligés de rester dans une zone où ils pourraient envisager d'envoyer un bateau, mais à l'australienne, quoi. Hein. Ça prendrait des jours. Donc oui, c'est là où il faut avoir conscience de ce qu'on va faire et de comment on va le faire et de la responsabilité qu'on a quand on fait ça. Et d'ailleurs aussi, tout simplement, notre sport, il faut qu'il ait la responsabilité que quand on fait quelque chose, on n'engage pas non plus de mettre d'autres gens en danger, quoi. Tout simplement. Chez un athlète, il y a toujours une forme d'égoïsme de vouloir faire les choses, d'être reconnu pour ce qu'on fait et tout ça, mais jusqu'à la limite de quoi? C'est-à-dire de ne pas mettre les autres en danger par rapport à notre rêve. Peut-être ma fermeture éclair. J'arriverai à la réparer tout seul, ou je changerai, mais en gros, sur les bateaux, le nombre de pièces qu'on a emmenées en secours s'est réduit de façon draconienne parce qu'on est quasiment capable de rien changer. Je ne peux pas changer évidemment un foil, je ne peux rien changer autour du périmètre de foil. Je ne peux quasiment rien changer au niveau du périmètre des safrans. La dérive, j'en parle pas. Ça m'est arrivé de plonger à l'arrivée du Rhum pour me dégager. C'était le truc le plus engagé que j'ai jamais fait dans ma vie.
Dans le mât, on peut éventuellement intervenir un petit peu, mais ça reste à la marge. Monter en tête de mât, j'y suis monté l'autre jour à l'entraînement. Tu reviens de là, tu es quand même bien secoué, quoi. Tu t'es bien... C'est très engagé. Ça fait partie quelque part de l'exercice collectif et technique d'avoir prévu et conçu le bateau pour qu'il soit dans cette capacité. Donc sans trahir de grands, on a essayé de mettre nous derrière nos foils, ce qui pèse un peu lourd, des amortisseurs, où quand ils touchent, hop, ça absorbe l'effort et ça remet. Sur la dérive, pareil, sur les safrans, pareil. On a mis des appendices un petit peu plus grands que nos copains en se disant que si on avait une avarie, on pourrait jouer avec un seul safran ou des choses comme ça. Donc c'est des choix stratégiques qui se font en amont, je dirais, par rapport à ça. Mais on est des géants au pied d'argile, ça c'est sûr. Et plus les bateaux sont grands, plus c'est le cas. Je suis conscient de ça, c'est la frustration la plus terrible, hein, c'est ça. C'est de finalement pas avoir bouclé la chose parce que on se serait trahi par la technique. Mais on se serait trahi, c'est nous. À aucun moment on peut... J'entends quelquefois dire ça, et je l'ai fait moi aussi. Dire c'est pas juste, la nature non, non, la nature elle est là, et elle sera là, elle était là avant nous, elle sera là après nous, et elle est là par essence, donc c'est à nous d'accepter qu'on n'aura pas fait les bons choix. Je crois qu'on est très généreux dans l'effort, on est très généreux dans ce qu'on a envie de donner à la réussite de l'engin, et de se protéger contre son courage, comme je disais de Jean-Luc là. C'est ce qu'il faut réussir à faire et c'est ce qu'il faut réussir à mettre en place. Alors moi j'ai mis des petites techniques où je suis revenu avec l'expérience à des choses très basiques de la pyramide de Maslow qui effectivement sont sur l'hygiène. Je mesure et je compte et j'informe aussi parce que je l'écris. Ça paraît ridicule et presque désuet si je me lave tous les jours. Quand je me suis changé, quand est-ce que j'ai inspecté mes pieds, quand est-ce que j'ai les plis du corps, quand est-ce que effectivement j'ai fait attention et ce que je ne ferai pas à terre. Hein. Et là en fait cette rigueur, elle est la même dans les services spéciaux quand ils font en guerre. Parce qu'effectivement quelqu'un de malade c'est quelqu'un qui est inopérant et qui du coup n'est plus performant, et donc j'ai repris finalement les choses à l'envers en essayant d'être plus sur la récupération. Dès que je suis debout je me dis est-ce que je pourrais m'asseoir, dès que je suis assis est-ce que je pourrais m'allonger, est-ce que quand je suis allongé est-ce que je peux m'endormir, et j'ai essayé de me discipliner ou dans tous les cas de construire quelque chose qui allait pas à l'encontre de ma générosité face à l'effort et du goût que j'ai à l'effort, mais qui allait sur la durée me permettre de finalement sans doute avoir plus conscience de ce que je fais et d'en prendre plus plaisir finalement au bout du compte et de ne pas lutter. J'ai eu des tours du monde où même j'ai eu peut-être cette réputation-là d'être dans la douleur ou dans la souffrance parce que c'est quelquefois douloureux et je ne veux plus rentrer là-dedans. Et ça c'est peut-être l'expérience aussi. Le syndrome le plus terrible du solitaire sur un multi aujourd'hui, c'est que quand soi-disant il se réveille, il sait s'il a été vite ou pas. Je sais si je suis allé vite ou pas. Je sais si le bateau il a lutté ou pas. Et le mouvement du bateau, je me réveille quasiment à chaque fois, c'est quand je sens qu'il n'est pas réglé ou pas bien réglé, qu'il bute et qu'il n'est pas... Et c'est terrible parce que ça veut dire que le cerveau, lui, il est tout le temps connecté. En fait, j'arrive à me reposer les muscles, j'arrive à faire potentiellement descendre un peu le rythme cardiaque et j'arrive avec l'expérience à jouer plus sur l'endormissement. C'est pas tellement le fait de dormir ou pas dormir, c'est le fait d'arriver à m'endormir quand j'ai décidé que c'était le bon moment. Et ça, j'y arrive de mieux en mieux. J'y arrive depuis que j'ai rencontré Alice Modolo, c'est cette alpinéiste qui m'a appris à finalement respirer mieux. Je travaille avec effectivement en fréquence cardiaque plus souvent même dans les efforts. Et donc c'est un tout. Dans ta question du sommeil, c'est une question qui finalement segmente trop les choses. Il faut essayer d'imaginer que nous, dans un univers comme celui-là, on mélange tout le temps. C'est-à-dire le plaisir va être avec l'effort va être avec
la vitesse, mais ça va être aussi une émotion incroyable, ça va être une sensation incroyable. On va faire un mouvement sublime. On va être quand même dans l'idée qu'il va falloir qu'on récupère de ça, comment on va récupérer. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus combinatoire que ce qu'on fait à terre où on met tout en silo. Et ce qui rend d'ailleurs l'exercice extrêmement mental et qui fait qu'on a pratiquement aucun de nous des physiques de dingue. On est beaucoup plus orienté sur le fait de ce mode opératoire qui est finalement peut-être assez féminin. Et de commencer quelque chose, de l'arrêter, d'en redémarrer autre chose que la priorité a changé, et de prioriser finalement tout le temps différemment les choses. Et plus ça va, plus j'adore ça. On va la laisser à poste, moi il faut que je remette un coup de projecteur à l'intérieur parce que j'ai changé le cache là. Et du coup,